Allez, bonjour à toutes et à tous. On va commencer rapidos. Alors, Bitcoin, Ethereum, les autres ont disparu de ma recherche, en tout cas de ma surveillance, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tant que ces deux-là ne surmontent pas, le reste ne m'intéressera plus. Donc pour l'instant, pas dégueu non plus, j'ai envie de dire. La crainte pour moi, c'était donc le départ dans une phase complètement parabolique. Attention, hein, je pense clairement que ça reste toujours le leitmotiv de ces objectifs-là. On voit bien la tendance ici est en train d'accélérer, c'est-à-dire que des canaux déjà bien orientés à la baisse se sont fait briser par le bas. Toujours pas le moindre signe de reprise, on est toujours sur des doubles bears, c'est-à-dire qu'on fait qu'envoyer des résistances et des résistances et des résistances et pas le moindre signe de soutien haussier. Vous voyez là, il y a le petit triangle bleu dans un cycle faible, mais pas le moindre soutien au niveau du momentum, c'est même ultra gigabear de ce côté-là. Donc, que dire à part être très patient. Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Pourquoi on s'arrête? On s'arrête sur les niveaux support qui avaient été identifiés. Donc, c'est pas non plus une grande nouveauté de les voir être soutenus très légèrement ici, nos amis coin et surtout le Bitcoin. Donc voilà, cycle faible sur un petit support qui n'avait pas été retesté. Bon, est-ce que ça nécessite réellement d'imaginer un retour haussier? Moi, je dirais plutôt que non. Maintenant, est-ce qu'il est normal qu'on travaille cette zone-là? Ça, oui. Donc pour moi, on reprend ce schéma-là, c'est-à-dire le schéma, là, clairement, on n'était plus sur une consolidation. Déjà ici, il y avait des premières alertes. Vous avez dit, je préfère encore m'accrocher à ce moment-là au scénario d'origine. Toujours pareil, hein, pas par rapport au fait qu'il faut... j'ai dit, il y a toujours il y a deux façons de voir la chose. Il y a ceux qui vont dire, Phil, il est con, il s'accroche à ces scénarios, et quand il a tort, il est incapable de reconnaître qu'il a tort. Si, mais c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas changer et faire la girouette trop vite. Ça, c'est vraiment extrêmement négatif. De même que s'accrocher à ces trades quand on a de façon évidente tort, ça, c'est aussi une erreur. Le problème, c'est que du coup, il faut faire en sorte de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. Les deux solutions ne sont pas bonnes. S'accrocher ad vitam aeternam à ces trades, c'est la pire des choses à faire, vraiment. Mais je vous garantis, changer de scénario trop vite, ça l'est également. C'est-à-dire que là, en fait, si on y réfléchit, si on avait choisi un biais acheteur, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est là où la seule chose se discute, savoir si c'était judicieux de prendre un biais acheteur ou non. Moi, je suis désolé, mais ici, il n'y avait pas le moindre signal de vente. Donc, je trouve ça toujours judicieux d'être resté ici dans des scénarios acheteurs, en pur respect de la stratégie. Après, je vous dis, le marché fait ce qu'il veut. Donc, moi, j'ai pas de regret par rapport à ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je referais probablement la même chose. La seule chose, par contre, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même décider de s'arrêter. Moi, je pense que c'est ici que tout s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a commencé à faire ça, et là, et voilà. Pour moi, ici, on passe bear, mais je m'attendais à ce que, hop, on les invalide, ces signaux bearish. Non, on les a validés. C'est ici que, pour ma part, j'ai changé de scénario. J'ai dit, ok, là, c'est mort. On est en train de vraiment lâcher, et c'est vraiment mauvais signe. Je pense que sur le Bitcoin, c'est vraiment très propre. On le voit. Ici, c'est le soutien acheteur qui se fait mettre à mal, et ici, c'est les vendeurs qui raclent complètement tous les stops d'un coup. Maintenant, les bears ont la main. Ça, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Donc, en fait, je me suis simplement planté de scénario. Le scénario vendeur, il s'est mis en place malgré moi de façon très pernicieuse. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il fallait vendre ce TP et dire, en fait, non, le pump acheteur, c'était juste un pump à imbécile. Et dès que les acheteurs sortent, on va repartir baissier. Il fallait être très agressivement vendeur. Voilà. Moi, j'ai pas choisi ce biais-là, j'ai même pris le biais inverse de dire, le Bitcoin est bien monté, les altcoins ont traîné derrière, il y a peut-être un peu de potentiel à grappiller sur les alts. Ça a été un mauvais choix. Mais encore une fois, il était soutenu par une technique, il était soutenu en respect de la stratégie. Pour moi, il n'y a aucun regret sur les retours de scénario. Voilà. Donc, ça s'est fait, ça s'est pas produit du tout comme prévu. Maintenant, le marché s'est retourné de façon assez agressive. Il faut simplement revoir. Donc, quel est le scénario que je remets en place? Tout simplement celui qui était le précédent, c'est-à-dire le scénario baissier. Moi, j'avais simplement intercalé un scénario temporairement haussier sur les altcoins, pensant qu'on pourrait gagner et grappiller 1 à 2 semaines de rab à la hausse avec un rattrapage des altcoins. Je me suis juste complètement planté sur celui-là. On est de nouveau dans le scénario baissier, c'est-à-dire revenir chercher Bitcoin 61% et puis ratatiner tout le monde et écrabouiller les alts pour voir qui survivra au choc. Donc l'objectif pour moi est vraiment le même. Alors on va regarder en daily à quoi ça ressemble, mais honnêtement, franchement, ça donne pas très envie. Le fait que là, on va ranger cette zone-là me semble assez évident. C'est-à-dire que là, après
tant de jours de baisse, comme hier, on arrive à tenir une journée qui clôture pas tout à fait en haut, mais pas trop mal, à l'intérieur de la bougie précédente, ça montre qu'ici, on va probablement travailler cette zone entre les différents supports qu'on a ici. En daily, moi, je vois bien, en daily, on a bien un support là avec toutes les mèches basses qu'on était revenu tester ici. On ne va pas rebondir dessus, je ne pense pas. Mais je pense qu'on va le glisser là, doucement, vous voyez. On va jour après jour ici s'installer, glisser, glisser, glisser jusqu'à ce qu'on ait exécuté tout le volume et là derrière on s'attaquera au stop. Moi je pars toujours du principe que ce scénario-là est quasi, allez, à 90% de chances que ça se passe. Donc acheter du coin maintenant, j'ai envie de dire non. On reviendra sur les prix actuels. Je pense que cette phase-là, elle ira très rapidement, mais il faut rect du vendeur, enfin il faut rect de l'acheteur. Avec levier, c'est-à-dire qu'encore une fois, si je vous dis le levier, le problème dans les coins, c'est vraiment ça. C'est que si par exemple, vous avez acheté par là, ou je sais quoi, à quel prix vous avez, 7004, 7005, voilà, enfin tous ceux qui vont avoir acheté la grosse zone de volume là, on va dire le prix médian, si vous imaginez l'accumulation ici, le prix moyen il est là, 7005. Donc on va dire si vous avez fait un bon boulot, vous avez acheté déjà sous ces prix, si vous avez fait un mauvais boulot, vous avez des prix au-dessus. Donc on va dire, admettons, vous avez la moyenne, 7005. Vous avez tradé avec un levier 1, pas de souci, vous pouvez tenir jusqu'à 0. Après, ça n'est que votre résilience et votre psychologie qui vous limite dans ce trade. Le problème, c'est que si vous avez mis un levier 2, c'est-à-dire vous avez simplement, vous êtes dit, allez, je mets quand même un petit peu de levier parce que bon, on m'offre la possibilité d'acheter un peu plus de coins, donc je ne vais pas simplement faire un buy and hold, je vais faire un buy and hold avec un petit peu de spéculation dedans pour me permettre d'avoir plus de coins que le capital que j'ai. Mettons, vous n'avez que 500 € à mettre dans les coins, vous allez vous dire, bon... Même si ça fait x2, je vais gagner que 500 € vu toutes les heures que j'ai passées devant l'écran. Mes courtiers me proposent de trader x5, x10. Bon, je vais peut-être prendre au moins un petit x3, x4. Voilà, le problème c'est que là, vous prenez x3, x4 sur du 7500 €, vous êtes vrect à 5005, quoi. C'est-à-dire qu'à 5005, vous dites au revoir le compte, il n'y a plus d'argent, obligé de sortir. Donc pourquoi en fait on a un marché qui est alimenté par les ventes? Parce que les gens le savent ça, ils ont mis 2000 € sur le compte, aujourd'hui il reste plus que 500 €, et ils se disent bon si on baisse encore de 5%, je suis mort, donc j'ai peut-être pas envie de mourir, je vais peut-être revendre une partie et essayer de sauver ce qui me reste de mes 500 balles. C'est pour ça qu'en fait les gens revendent une bonne partie de leur coin, et c'est logique, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et si votre objectif initial c'était de faire un buy and hold, franchement, griller toutes vos cartouches sur une connerie spéculative, c'est con, quoi. C'est vraiment, vraiment con. Donc, maintenant, je pense patience et attendre qu'on retrouve du volume. C'est le scénario que je vous ai donné hier. C'est à chaque fois qu'on me pose une question aujourd'hui sur Bitcoin, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il faut faire sur les bitcoins, les altcoins, qu'est-ce que tu penses qu'il faut acheter du coin, du pas coin, Bitcoin, Ethereum ou machin. Non, pour moi, la réponse à toutes ces questions, elle est simple. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, les deux qui ont tenu le plus longtemps avant de lâcher du lest, c'est Bitcoin et Ethereum, que c'est même Bitcoin en premier, parce que Bitcoin n'est toujours même pas sous les 6000 $, alors que l'Ether a franchi les supports et tout ça. Donc vraiment, pour moi, Bitcoin le plus fort, indéniable. Ça, c'est clair que si vous choisissez d'investir dans les crypto-monnaies, c'est Bitcoin en number one. Après, le reste, vous faites comme vous le sentez. Il faudra évidemment essayer de diversifier un peu. Mais de là à me foutre, acheter 15 cryptos, non, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait se cantonner à 3, 4, maxi. Moi, je vais m'arrêter à 2 pour l'instant, tant que les autres ne m'ont pas prouvé leur solidité. Voilà, donc pour l'instant, le délire, c'est ça. Si on construit un canal de baisse daily, voilà les objectifs dans lesquels on va aller. Je vous ai dit, on passera sous ce canal, au moins temporairement. Je vise toujours cette zone-là, moi, pour ma part. On va dire, allez, entre le breakout des 4000, je pense avec un minimum à 3009 à venir chercher. Donc ma zone, ce sera entre 4000 et 3005. Je pense que c'est là qu'on a le plus de chances d'aller. On pourrait éventuellement aller jusque-là. Ce que je vous dis, le problème, c'est que dans un marché, dans un crack, tout comme dans une bulle, je vous dis par exemple, là, en ce moment, je vous dis Apple, s'il continue d'acheter, la seule limite, ce sera l'imagination des investisseurs. Mais en fait, c'est la même chose dans l'autre sens. Là, ce qu'on fait, c'est la phase terminale du crack. La seule limite, ce sera la nécessité d'aller chercher les stops. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut aller à 3000 pour rect tous les acheteurs spéculateurs, il faudra, et on ira à 3000. C'est vraiment, personne ne va acheter. Le seul volume qui sera à disponibilité du marché sera tout simplement un volume de vente à découvert jusqu'à ce qu'on trouve les acheteurs prêts à acheter et à supplanter ces ventes à découvert. Donc, ces achats à découvert qui auront été faits tout simplement et qui seront stoppés et donc qui mettront des ventes dans le marché. Donc la grande question maintenant, c'est jusqu'où faudra-t-il aller pour stopper tous les gens qui ont acheté avec levier?
Et ça, ben, malheureusement, c'est comme à la hausse, la seule imagination est la limite des investisseurs, ben là, je ne sais pas. Donc je pense qu'on cassera ce support, ce canal. Donc la zone des 4008-4003, moi, je n'achèterai pas dedans, en tout cas pas agressivement. La zone 3009-3007, je vais commencer à empiler déjà des premiers petits achats, mais je vais quand même garder un petit peu de cash au cas où on démarre et qu'on aille chercher carrément 2007. Voilà, 3000, j'achèterai pas, ou enfin, voilà, par là peut-être que j'achèterai encore un peu. Moi, c'est vraiment cette zone-là que je privilégie, mais encore une fois, je ne vais pas tirer toutes mes cartouches à l'aveugle sans savoir si j'ai touché mes cibles. Donc ici, je vais juste remettre un peu de cash, parce que ces prix sont très intéressants, mais attention, on peut très bien venir là, et ça me surprendrait pas plus que ça. Voilà. Donc il faut faire attention, ne pas chercher à comprendre ce qui va se passer, tout comme il ne fallait pas chercher à comprendre ce qui se passait là, c'était aussi stupide que ce qui nous attend dans les... Alors attention, c'est toujours... Il faut que je fasse attention à mes mots, parce que derrière, après, tout le monde va dire « Ah ouais, donc tu es sûr maintenant qu'on va casser les supports ?» Je suis sûr de rien. Tout ce que je sais, c'est que là, je n'achète pas. C'est clair et net, je n'achète pas. Il me reste toujours ma moitié des terres. Et bon, bah pour l'instant, je ne suis pas très confiant. Disons que vu qu'on est sur des supports, je vais laisser la zone se faire travailler. Si je vois que BTC se dirige bien effectivement vers les casseurs de support, ça m'étonnerait qu'Ether arrive à pas faire pas faire la même. Donc dans ce cas-là, bah, moi, si l'Ethereum ne refranchit pas des résistances et se dirige même vers des nouvelles cassures de support, tout comme le BTC, je vais alléger encore une fois pour pouvoir avoir des prix plus intéressants plus bas. Hein, voilà. Mais encore une fois, les trades sans levier. Là maintenant, si vous prenez du levier, vous êtes juste mort de chez mort et vous faites l'opposé de ce qu'il faut faire. Là maintenant, le levier, il est interdit. C'est pour ça que si vous avez les doigts qui frétillent, que vous avez absolument envie de trader, foutez-vous chez Bitstamp. Bitstamp, il vous donne du Bitcoin, il vous donne de l'Ether, il n'y a pas de proposition de levier là-bas, il n'y a pas de trade sur marge. Voilà. Donc comme ça, vous n'aurez même pas le choix. Voilà. À la limite, si vous n'arrivez pas à lutter contre vos démons, mettez-vous dans un endroit où ils ne sont même pas proposés. Voilà. Je vous donne des astuces, encore une fois. Je sais que c'est dur de lutter contre ses propres envies et tout ça. Au bout d'un moment, bah voilà, si vous n'y arrivez pas, essayez de trouver des ceintures de sécurité ou carrément des choses qui vous empêchent même toute possibilité d'accès au levier. Voilà, c'était donc pour ça. Évidemment, l'Ether, même chose. Hein, voilà, on casse les supports, mais on est de nouveau sur une zone de support. Donc, bon... Voilà, pour moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est honnêtement ce qui se passe maintenant à un niveau technique tellement faible que si vous l'utilisez à vous disant « Allez, j'achète, je machin, je leverage pas, voilà, franchement, là, ce sont que des niveaux de cassure sur les terres. Donc déjà, par ici, il ne faut pas s'amuser à acheter. Moi, je pense que là, il faut attendre gentiment et sagement qu'on vienne se chercher éventuellement des petits achats dans la zone inférieure. Bon, maintenant, moi, entre 358 et 330, je ne vais pas m'amuser à déclencher de nouvelles sorties de position. J'ai déjà allégé ici. Maintenant, j'attends. Si ça ne répond pas ici, ouais, moi, je m'attends à ce que, hop, on vienne là-dedans et on remonte. Les terres, je m'attends vraiment à ça comme schéma. C'est-à-dire là, hop, une nouvelle vague de baisse. Et ensuite, on va essayer de revenir chercher le contact de cette oblique baissière-là. Vous la voyez, si je vous la dessine comme ça. Voilà, je pense qu'on va revenir tester ça. Et ce sera la grande question. Si on la casse, bah franchement, pourquoi pas, mais bon, moi, j'y mettrai pas tout de suite de nouveau du volume à l'achat. Je pense malheureusement ici qu'on va se taper une genre de consolidation un peu spéciale. Là, premier contact sur l'oblique, deuxième contact, puis ça passe pas, et puis hop, on se dirige vers les 300. Bitcoin fait sa phase verticale. Ici, même chose, l'imagination donnera le point bas. Et puis derrière, évidemment, je m'attends à ce que très rapidement, les terres reviennent se stabiliser au-dessus de ces zones-là. Hein, celle-là assez rapidement, et je pense tout comme BTC, on va mourir là-dedans après pendant un bon moment. Ça, c'est le scénario que je favorise. J'ai pas dit que c'était ce qui allait se passer, mais je m'attends, voilà, par exemple, à un Ether qui vient là. Ici, tout le monde achète bêtement, machin. Moi, je pense, on recte tout ce petit monde, on vient chercher 250, et une fois qu'on est là, derrière, on n'est pas trop mal, on aura chopé de bons prix. Moi, honnêtement, Ether, c'est 250 que j'achète. Comme j'en ai gardé la moitié, hein, j'ai toujours 3000 balles d'Ether, je ne vais pas m'amuser à acheter la zone des 330, ça me paraît trop proche de mes zones d'entrée. Donc moi, là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de choper 250. Donc sur les terres, si vous n'en avez pas, voilà, si vous n'avez rien du tout, que vous n'avez que du cash, si je dois faire la parallèle à mon scénario BTC, il me semble qu'il y a une zone à surveiller ici. En fait, voilà, pour moi, la zone Ether 335, 315, on va dire, voilà, ça correspond exactement au niveau ici, c'est-à-dire 4008, 4003. Je pense que les deux coins testeront cette zone en même temps. Maintenant, je pense que l'Ether a une zone inférieure, 250, on va dire entre 250 et 280 et 270 $. Le BTC a cette même zone plus basse qui correspond à 3009. Ah non, eux c'est là. Donc sur BTC, ce serait 2007, 3000.
Voilà. Et 2007-3000 me semble être la zone qui correspond. Vous voyez, c'est la même chose. On casse le petit support ici de septembre 2017. Vous venez ici, hop, même chose, septembre 2017. Alors, il est là. Ah bon. Voilà. Bon, le délire, ce serait de dire, voilà, venir là. Moi, je pense que l'Ether ne pourra pas casser ce truc-là. Je le vois difficilement casser ça. Par contre, trouver un fort support ici, oui. Donc voilà, à surveiller, évidemment tout ça c'est hautement spéculatif, mais quoi qu'il en soit, et je le maintiens, pour ceux qui avaient pour objectif buy and hold depuis déjà des mois, il est temps d'avoir vos comptes déjà financés, prêts pour appuyer sur le bouton. N'oubliez pas qu'il y a 48 heures minimum pour un versement en CEPA, enfin pas minimum, mais c'est à peu près 48 heures pour un versement en CEPA, donc si vous voulez que vos comptes soient crédités le jour J pour pouvoir appuyer sur le bouton d'achat, honnêtement il faut vous y prendre dès maintenant. Donc si vous êtes un buy and holder, là, il faut que les comptes soient prêts avec le montant que vous comptiez mettre en crypto. Et puis, il ne vous reste plus qu'à attendre tout simplement deux choses, c'est-à-dire ce qu'on a dit hier. D'une part, de retrouver du volume pour être certain que les stops ont cédé. Ne regardez pas ce volume sur Bitstamp, regardez-le sur BitMEX, là où il y a le plus de positions à découvert, enfin de positions en marge. Et attendez que les margin traders se fassent démonter. Quand ils se seront bien fait démonter, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances que le support qui se trouve dessous soit le bon. Voilà. Donc tout simplement, si ça tombe ici, que vous voyez le volume commencer à monter, je vous ai dit, il faut vraiment un volume exceptionnel. Hein. Il faut vraiment dépasser les volumes qu'on a testés au courant de toute l'année. Voilà. Il faut revenir sur des volumes proches d'eux, mais normalement quand même assez légèrement inférieurs à la première phase aux premières phases de crack qu'on a connues en début d'année. Voilà, c'est des volumes comparables à ça qu'il faut rechercher. Quand on arrive sur ces types de volumes-là, vous vous dites très probablement que c'est le support qui se trouve en dessous qui sera acheté. Voilà. Donc mettez simplement vos alertes et patientez. Là, il n'y a plus que ça à faire. Si vous voulez attraper le bottom, je dis bravo, certains d'entre vous y arriveront peut-être, probablement pas tout le monde, mais l'objectif n'est clairement pas d'achoper le bottom, tout comme je le disais hier pour les ricains, il me semble, hein, voilà, si votre objectif c'est vraiment buy and hold, pour moi il me semble que tous les coins vont aller légèrement plus haut que ce qu'ils ont fait là, sans compter Bubble, x20 et compagnie, hein, voilà. Donc moi je vous donne même mes prix, moi je pense que si vous prenez sommet au creux qu'on fera, je vous le donne en avance tout ça, hein, je pense qu'on fera des retracements de type 138%. 127, 138. C'est-à-dire que là, par exemple, sur un Ether, moi, je ne viserai pas plus que ça. Et ici, alors, j'ai pas dit qu'on irait en ligne droite, hein. On n'ira clairement même pas en ligne droite. C'est juste pour vous donner une idée des objectifs. D'accord ? Et maintenant, imaginez-vous ça. Alors ça, on n'en a clairement plus besoin, puisqu'il n'y a pas eu de rebond des coins. Tout ça aussi, on va dégager. On va faire un peu de nettoyage. Voilà. Donc pour moi, le truc est simple. Si l'objectif, c'est d'aller là-haut, d'accord ? Si votre achat, il est là, on va dire ça, c'est votre prix d'achat. Okay, si vous avez acheté là, bon, c'est pas mal. Okay, ça veut dire que la plupart des gens vont avoir à peu près, a priori ce prix-là. C'est-à-dire, si vous avez un prix moyen à 420, vous êtes pas mal. Vous voyez, moi je me trimballe, donc mon prix d'achat moyen, il était à 460, un truc comme ça. 460. Attends, je dis des conneries ou quoi là Ouais, non, moi je devais avoir un prix moyen par là, vers 425 à peu près, un truc comme ça. Évidemment, avec mon deuxième achat, j'entends bien réduire ce prix-là. Voilà. Mais on va dire ça c'est le prix moyen. Donc en fait à partir du moment où vous avez ce prix ou moins que ça, on va dire 420, 430 en équivalent dollars, vous êtes plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que vous avez acheté le prix moyen, ça devrait aller. Mais honnêtement, regardez, si je vous trace ces deux lignes, on va dire entre celui qui aura pris un bon prix, celui qui aura pris un prix très moyen. Si l'objectif c'est d'aller là-haut, franchement, est-ce que c'est très grave si vous avez que le prix moyen ? Non, c'est vraiment pas grave. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de vous dire il faut absolument que je chope le bottom. Ça, c'est un objectif spéculatif. Si vous avez un objectif buy and hold, bon, franchement, voilà. J'ai envie de dire là, si vous partez en vacances le week-end prochain, enfin si vous partez en vacances là et que vous n'avez pas envie de vous taper les alertes, tout le merdier derrière, vous avez deux options. Soit vous attendez et vous achetez une fois qu'on a fait le bottom, et vous aurez probablement le prix moyen, soit vous vous dites, allez, là, je mets ce que j'avais prévu, je me barre en vacances, je passe un bon moment, voilà. Et vous vous dites, c'est pas très grave, si vraiment l'objectif c'est buy and hold, que vous mettez pas des 500 000 euros et des trucs comme ça, putain, profitez de vos vacances et barrez-vous, quoi. Barrez-vous, profitez de votre famille, du soleil, peu importe, au lieu de garder les yeux rivés sur vos graphiques, à attendre qu'une alerte arrive sur votre téléphone. Voilà, je pense sincèrement que si l'objectif est buy and hold, c'est pas, ça fera une petite différence au début du scénario, ça. Mais après, une fois, si le scénario vient vraiment à se déclencher, vraiment, vous n'en aurez plus rien à foutre d'avoir chopé un super prix ou un prix un peu moins bien. Voilà.
C'était pour finir la partie crypto. Allez, on avance, on va sur les marchés classiques. Le gold, ça tient, nom de Dieu. Alors non, je déconne. Nouveau bearish engulfing, bougie haute hier, même si on a réussi à casser le plus haut, bah aujourd'hui on se fait direct péter le plus bas. Vous avez compris le principe, ça veut dire quoi? Que Wall Street va encore une fois essayer de nous jouer le catalyseur du gold qui casse les supports. Maintenant, putain, je fais des séances de ouf en ce moment. J'aime autant vous dire que mon compte il est plein à craquer. Hein. Alors Wall Street me casse les couilles. Hein. Je vais pas vous mentir. Wall Street me casse sincèrement les couilles. Mais bon, hier, le scénario USD-MXN se déclenche, absolument perfect. Donc hier, je les ai achetés en avalement haussier par là. Ce matin, c'est déjà à plus d'1,5% au-dessus. La UDNZD, ça retrace un peu, mais bon, honnêtement, je me fais pas trop de peine avant qu'on aille chercher la target 1. Et je pense sans problème même que ici, sauf condition de signal, je l'y serai tiré jusqu'à la target 2, donc jusqu'à 1,14. Ça nous laisse encore probablement 2 à 3% de hausse sur la UDNZD. On est en vague 3 de vague 3, donc je ne vois aucune raison de ne pas rester à l'achat là-dedans. Donc voilà, côté FX, ça y est, les choses se débloquent. Putain, l'euro-yen s'écroule. Le GBP-USD, je suis stoppé. La UDNZD, ça passe très très bien. L'USD-MXN, scénario qui se déclenche. L'USD-CNH, j'attends toujours le déclenchement, mais pour le moment, c'est pas trop mal. J'attends vraiment que ça retombe pour passer sur des leviers. L'euro-yen, bon bravo, voilà, ça, je peux pas, je vais pas me jeter des fleurs, mais c'était un très beau scénario. GBP-USD, c'est un raté complet, voilà, donc là, out, hein, on clôture bien franchement sous les supports, c'est terminé. Je comprends pas du tout ce qui se passe ici, mais je pense que là, il va falloir se poser la question de savoir pourquoi le FTSE ne s'écroule pas, il ne fait pas du moins 4% avec un écroulement complet de sa valeur. Enfin là, je veux dire, si le GBP s'écroule face au dollar, qu'est-ce qu'on fout encore à s'investir sur le FTSE? Eux, ils ont des signaux de récession, donc récession plus déflation, normalement, aïe, voilà. Égale combo mortel pour faire un gros crack de marché. Mais quand je vois que ce matin, le FTSE ne fait rien, je me dis, bon, bah, au final, qu'est-ce que c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer sur la livre? Bah non, donc j'attends, mais voilà, je suis out. Donc je me prends max drawdown sur la livre, hein, je lâche 4% sur la livre. Donc c'est un énorme drawdown. Hein. Normalement, je vous rappelle que je ne me laisse pas glisser en dessous de 2,5. Là, j'ai fait le couillon. Je me suis dit non, je ne prends pas le risque. Je préfère avoir le stop sous le support. Bon, je l'ai mis sous le support dégomme direct. Donc, no sous-side, c'est out sur GBP USD. Encore une fois, hein, en toute transparence, je me prends moins 4 sur GBP USD. Vous savez combien de levier j'ai sur euro-yen. C'est-à-dire que là, vous avez bien compris que ça, vous le multipliez par 4 chez moi. Hein. Donc ça veut dire que j'ai pris déjà 4% sur l'euro-yen rien qu'aujourd'hui, sans comptant les gains d'hier, les gains de la UDNZD. Donc c'est pas grave, je me fais stopper sur le GBP. Ça fait chier, ça fait mal au cul, mais je m'en branle. Le reste va tellement bien que pour l'instant, je ne vais pas aller pleurer. Et puis l'USD-MXN, pareil, hein, ça y est, c'est déclenché, levier 2, et ça aussi, ça paye. Donc ce matin, c'est un très bon, c'est une très bonne journée qui commence. Je vois Wall Street qui commence un peu aussi à dégainer, et ça me fait plaisir. Je l'attendais celle-là depuis un bon moment et je m'attends à ce qu'aujourd'hui ils se prennent une grosse dérouillée à Wall Street, mais une grosse hein, genre vendredi on va terminer bien en bas et on va casser des culs à Wall Street. C'est ce que j'aimerais bien voir. Maintenant on va voir. Bon, en tout cas l'euro-yen, hein, donc c'est les seuls qui m'intéressent aujourd'hui. Donc euro-yen, on zoome, passe en 2 heures et j'attends un signal de TP. On a traversé les zones support, je pense qu'on va traverser celle-là aussi. Je vous rappelle que j'attendais ici une zone de débordement. Je pense qu'on va pouvoir viser ici sans grande peine. Du coup, une zone 161% qui se trouve légèrement plus bas. Mais je m'attends donc à ce qu'on aille venir chercher ici et casser légèrement. Donc soit un 161, soit un 200. Ici, on a un support, donc il y a un très gros cluster technique par là qui pourrait produire son petit effet. Donc à surveiller. Moi, je dis que de toute façon, c'est dans cette zone-là. Et ici, il va y avoir des choses à traiter. Là, évidemment, on démonte le support. C'était assez prévisible. Donc voilà, on va, je pense, sans grande peine, effacer tous ces prix. Voilà. Hop, donc là, on travaille la zone support. On est sur la médiane des fourchettes. Je pense qu'ici, quand même, on va pas tarder à se calmer. Mais attention, je pense qu'on peut tirer sans problème jusqu'à encore sous ce support-là. Et puis, bah, ici, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, on arrive sur une zone où il va falloir surveiller des petits encaissements sur l'euro-yen. Moi, pour l'instant, je vois
pas franchement de raison de déclencher quoi que ce soit à court terme tant qu'il n'y a pas au moins un sine wave ou un momentum qui se met à la hausse. C'est-à-dire que pour l'instant, l'euro-yen, c'est du bonheur. Ça se passe à merveille. Donc voilà, encore une fois, je vous le rappelle, je sais, c'est pas pour les chevilles qui gonflent, mais je sais, il y en a beaucoup qui sont là pour me critiquer sur les scénarios spéculatifs qui se font ramasser, qui ne marchent pas, le fait que je vends Wall Street depuis des semaines et que ça passe pas, et nanana. Je n'ai eu donné et je n'ai posé mes couilles sur la table que sur quelques scénarios. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a eu que deux, en fait, hein, l'euro-yen et la UDNZD, c'est-à-dire les seuls scénarios que j'ai de valider. Alors là, je viens de poser mes couilles sur la table pour un autre scénario, hein, qui est l'USD-MXN. C'est le seul, hein, voilà. Ce sont les trois choses où j'ai du levier pour l'instant. Voilà. Le reste, ça n'a jamais réussi à valider. Alors j'ai posé mes couilles à un moment donné sur le FTSE, je me suis fait des gommes. Pour l'instant, j'ai toujours pas posé mes couilles à Wall Street. Je pose mes couilles spéculatives, c'est-à-dire que je défends mes scénarios spéculatifs, mais il reste spéculatif. Pour le moment, il n'y a pas un seul moment où j'ai mis du levier à Wall Street. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant, puisqu'ils n'ont jamais réussi à déclencher les signaux. Mais pour l'instant, voilà, euro-yen, UDNZD, et il se passe quoi? Tous ces scénarios se déroulent très bien. L'USD-CNH, je vous ai dit l'autre jour, je le sens pas, je valide pas le scénario tout de suite, parce qu'ils vont nous la foutre à l'envers, ces couillons. Voilà, ils sont en train de remonter, mais je parie que celui-là, il va pas tarder à déclencher. Et je peux très bien avoir USD-MXN à la hausse qui déclenche, et USD-CNH qui déclenche à la baisse. Ça me surprendra absolument pas que le spread CNH-MXN soit très très largement en faveur du CNH. Voilà. Donc oui, je sais c'est pas logique, hein, mais comme la paire CNH-MXN, elle n'existe pas, je trade les deux, en fait, je trade le spread entre ces deux devises. Mais pour l'instant, l'USD-CNH n'est pas encore un scénario déclenché chez moi. Voilà, donc maintenant en attente, le prochain scénario qui m'intéresse, c'est donc de trouver ce putain de bottom sur GBP-USD, parce que eux, quand ça va remonter, ils vont se prendre une clacasse. Parce que quand vous avez un truc qui baisse comme ça, hein, là j'aime autant vous dire qu'au bout d'un moment, on va trouver le support. Quand on va le trouver, ça ne va pas faire semblant. Parce que là, on n'a créé aucune résistance. Il n'y a que dalle. C'est que des niveaux à venir effacer ça derrière. Hein. Ce sont des petites résistances qu'on va effacer de façon... Voilà. Je maintiens que ça, c'est une impulsion et pas une structure consolidante. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'overlap dans ces structures-là que voilà, ça me semble vraiment être une structure impulsive, sale mais impulsive. Je m'attends à ce qu'il y ait derrière une nouvelle impulsion haussière, c'est-à-dire qu'en fait, comme on est en consolidation, je vois ça comme étant une seule impulsion haussière, et je m'attends à ce que ça ne soit simplement, en fait, c'est A, B, et je m'attends à ce qu'on ait une grosse C derrière, plus impulsive que ça, c'est-à-dire, vous prenez la pente de celle-là, ok, point d'origine. Alors on va prendre des régressions linéaires parce que je préfère faire ça propre. Linear regression, où est-ce que tu te caches, ma coquine? Voilà. Hop, donc ici, point bas, point haut. Voilà, la régression linéaire est là. Et vous dites, moi je m'attends à ce que ici, on ait donc un copier-coller de ça. Donc vous voyez, hop, tac, ça nous fait ça à peu près. On va voir la régression, même pas. Voilà, en termes de régression linéaire, ça nous fait ça à peu près. Voilà. En termes d'angle, je pense qu'en général, on est toujours plus impulsif sur la seconde vague. Et je m'attends donc à un truc à peu près comme ça, qui nous tire jusqu'à cette zone des 1,48 minimum. Et je pense qu'on peut même espérer tirer un peu au-delà, c'est-à-dire essayer de revenir chercher ces zones-là, ces résistances qu'on a marquées ici. Là, tout ça, ça n'a pas été retesté. Oui, ça fait du monde à revenir... pour revenir dire bonjour. Donc toutes ces résistances-là, je pense sans problème, peuvent être retestées par le marché. Donc ça nous donne vraiment deux zones, sachant qu'ici c'est une zone très faible volume. Et ici, comme vous le voyez, hop, attendez, si on revient là, voilà, vous voyez, ici, il y a vraiment beaucoup de volume au-dessus. On va attendre que le volume profile se remette à jour. Voilà. Moi, théoriquement, je target vachement plus sereinement ça. Hein, ce qui veut dire que si on se base sur une structure typique ABC, hein, voilà, on va se mettre en weekly, c'est mieux. Voilà. Si on se met vraiment ici, pour moi, le délire est simple. Hein. Si on se dit structure effectivement ABC, vous voyez, ça me semble absolument viable comme délire. C'est-à-dire que là, normalement, on doit avoir ABC ici. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas baisser en ligne droite. Et ça, pour le moment, on est au sein d'une même tendance. Donc là, avant de trouver le point B, théoriquement, on doit faire ABC. C'est-à-dire que là, normalement, on ne doit pas repartir directement haussier. Mais on doit faire ici un truc comme ça. Un ABC intermédiaire qui nous fera derrière le grand
C. Surtout d'autant vu la durée des impulsions, je m'attends ici effectivement à de nouveaux pullbacks. Donc c'est toujours ça pour moi mon scénario sur le GBP USD, mais il faudrait peut-être qu'à un moment donné on termine cette structure-là qui est complètement conne, au risque que effectivement en fait, on soit déjà en train de faire les ABC là-dedans, mais avec une structure complètement pernicieuse, c'est-à-dire A, B extrêmement dynamique, et là, la vague C. Dans ce cas-là, je préfère le laisser tomber si c'est ça. Si aujourd'hui on tient la clôture comme ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire première impulsion baissière, range ici en vague B dynamique, et derrière on remet une deuxième impulsion. On viendra chercher soit 68, soit 76,4. Derrière, j'aime autant vous dire que ça va être game over. On va repartir pour des mois et des mois de hausse sur la paire GBP-USD. Voilà. Donc la théorie c'est ça, soit on fait ça effectivement et on se fait ABC dans une structure très pernicieuse, et ici je me serais juste bien fait baiser pensant qu'on aurait pu retrouver de la hausse, mais on reste dans tous les cas dans une structure où pour ma part GBP USD, moyen long terme, l'objectif c'est de venir là-haut, et que quoi qu'il arrive, ça restera une paire qui le fera beaucoup plus sensiblement qu'à la première vague de hausse, c'est-à-dire voilà. Et regardez, on va même anticiper le truc, c'est-à-dire que si l'objectif c'est effectivement de venir faire ça, de venir chercher ces zones-là. Ok, on va voir à quel moment ça nous met le 127. Voilà, ça nous donnerait théoriquement en termes de cluster technique plutôt une zone ici, c'est-à-dire vers les 1,22 sur le GBP pour venir acheter. Mais alors là, par contre, je vais acheter sévère. Là, ici, j'ai fait mes muses, j'ai spéculé. Là, pour moi, le risque, il est très faible. C'est-à-dire que derrière, quand tu achètes là, ton stop, il est là. Je vais foutre du levier direct sur le GBP USD si on vient chercher ces zones-là. Et je ne parle pas d'un petit levier, c'est-à-dire qu'ici je vais commencer direct levier 2 ou 3, et puis on verra, voilà. Mais un levier à sécuriser, c'est-à-dire encore une fois, quand je paye avec du levier agressivement, ça va être levier, je sors, levier, je sors, levier, je sors, pour avoir un levier gratos. Encore une fois, je ne prends pas le risque de perdre 8 à 10% de capital sur un trade qui, de toute façon, en phase initiale, sera spéculatif. Mais là, je m'attends donc vraiment à deux choses. Soit ça, c'est un gros piège et on va remonter brutal, faire une vague B ici. Soit ça, c'est pas un piège et dans ce cas-là, on a déjà fait A, B, C et on sera en train de terminer la vague correctrice, enfin la vague intermédiaire correctrice. C'est-à-dire que normalement, A, B, C, c'est des structures de range. Mais là, on les aura fait sous forme complètement pernicieuse et complètement tendancielle à cause de cette saloperie de dollar. Voilà, allez, ça c'était donc pour faire le tour d'horizon. Donc aujourd'hui, je surveille éventuellement le gold pour me faire péter la tronche là également et le déclenchement d'un nouveau stop en perte maximale. Je surveille le VIX qui pourrait éventuellement se réinstaller au-dessus des 12 après nous avoir pété les couilles pendant ces derniers jours à repasser sous les 11 pour une raison que... je veux dire, moi-même, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, à voir si Wall Street nous fout enfin la paix aujourd'hui. Graphiquement, Wall Street, ça donne ça, c'est-à-dire aujourd'hui en daily, avalement baissier, on met tout le monde d'accord, après 3 jours de mèche haute. Donc soit Wall Street aujourd'hui, on se fait un bon -2 ce soir, soit Wall Street aujourd'hui, ils nous font une mèche basse en intraday, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on continue toujours plus haut, toujours plus fort. Dans ce cas-là, on aura fait une vague 4 avant une vague 5, et puis vous connaissez la théorie de Wall Street. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait pour le moment 2 impulsions, d'accord, 1, 2. Alors celle-là, évidemment, comme d'hab, elle est toujours aussi conne et impulsive que le Wall Street sait le faire, mais ça reste 2 structures impulsives qui n'ont toujours pas cassé le sommet pour l'instant. Attention à ne pas vous faire dérouiller aujourd'hui à Wall Street. Moi, ça me surprendrait guère, encore une fois. On était dans ma zone de vente. Regardez, on a essayé de passer 3 fois de suite. 3 fois de suite, ça passe pas. On le fait en plus avec un porte-voix, c'est-à-dire, regardez, hop, les structures sont vraiment, vraiment sales. Le porte-voix, c'est jamais très, très bon signe. Donc, à voir, mais voilà, pour moi, ça peut être très, très, très mauvais, ce truc-là. On est toujours dans ma zone de vente. Alors, il va de soi qu'évidemment, si on revient chercher les résistances, je sors. Voilà, c'est-à-dire que là, limite, mon niveau d'invalidation, je peux le mettre là, maintenant. Mais voilà, là on revient dans la zone de vente. Pour moi, il n'y a vraiment pas de validation tant qu'on ne revient pas au moins ici. Et j'ai envie de dire, il faudrait quand même aller même un peu plus bas pour être tranquille. Voilà, je dirais un niveau de validation là. Pour Wall Street, ça montrera bien qu'on a travaillé la zone haute de la zone de vente, que ça passe pas et qu'on est vraiment en train de sortir par le bas. Là, ici, c'est le moment où je commence à être beaucoup plus violent à Wall Street. Ici, j'avais donc toujours ma vente ici qui n'a pas sauté. J'en ai pris une autre ici. Je ne suis pas encore en levier à Wall Street. Je suis en levier 1. Voilà. Mais quand je vais passer sur des leviers plus importants, je ne le ferai encore une fois que quand ce sera validé. C'est-à-dire que là, si ça tombe, je suis prêt à passer sur des leviers supérieurs. Je n'abaisserai pas, je pense que pas ici. Voilà, ici je vais simplement abaisser mes stops, mais comme vous voyez, mon stop actuel il est là. Abaisser mon stop à break-even, ça va abaisser de ça. Ça ne me permettra pas, je pense, de financer un renfort. Je vais par contre attendre qu'on arrive ici, c'est-à-dire la prochaine étape, stop BE. Dès qu'on arrive sur stop BE, ici je pense pouvoir avancer mes stops un peu plus bas et prendre un nouveau renfort. Mais pour l'instant, ça me semble juste, ils nous prennent trop pour des cons Wall Street depuis des semaines.
je ne serais pas surpris qu'il nous colle encore une mèche basse aujourd'hui. Maintenant, on va être pragmatique d'un point de vue hebdomadaire. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est-à-dire que d'un point de vue hebdo, c'est pas beau, quoi. Alors, on va tout cacher. Voilà. Point de vue hebdo, c'est ça. C'est-à-dire que si ce soir, on fait une clôture négative, voire juste on efface tous les gains de la clôture en hebdo, c'est-à-dire on se fait un bon moins 0,5, mais moi j'aimerais bien qu'on colle un bon moins 2 ce soir-là, comme ça on met tout le monde d'accord. Ça fait grosse mèche haute 2 fois de suite, ça voudra dire qu'ici on aura trouvé the big résistance à 7005 sur le Nasdaq, et derrière, bah voilà. Bon, moi ce qui me gêne dans ce scénario-là, je ne vais pas vous mentir, c'est le fait que quand je regarde mon indice GAFA, eh ben, ils s'offrent déjà un nouveau sommet historique, c'est-à-dire que eux, ils n'ont peur de rien. Alors merci Apple, hein, c'est surtout Apple qui fait ça. Mais voilà, Apple qui hier s'offre 0,79 malgré la baisse de Tesla, mais Tesla représente rien en fait dans cet actif-là. Celui qui représente réellement, c'est surtout effectivement Apple. Mais voilà, Apple, la grande question, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, c'est pas haussier hein, pour l'instant, je m'inquiète vraiment pas sur Apple. Par contre, j'aimerais bien voir Apple se faire dérouiller aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui Apple se fait dérouiller, ça va faire mal. Si Apple aujourd'hui enquille avec une nouvelle vague de hausse, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le catalyseur, ça risque d'être Apple. C'est-à-dire que soit vraiment Apple, ça se fait dérouille, ça va commencer à se sentir mauvais, soit Apple s'est payé et ça part en bubule. Et là, si ça part en bubule, bah, l'indice Fangat va faire un nouveau sommet historique. Très probablement, le Nasdaq ira s'affranchir du sien pour aller péter mes stops et ainsi de suite. Donc voilà, à surveiller aujourd'hui, mais je pense que le thème du jour, c'est de savoir si le yen explose avec un renversement long terme de Apple. Si Apple baisse, c'est le sommet historique. Hein. Je préfère encore une fois être très clair avec vous. C'est-à-dire que là, si Apple, ça se plante là-dessus, avec un gap mensuel, c'est probablement qu'on finira le mois en bas, c'est-à-dire sous les 200 $. Et derrière, vous savez ce qui se passera. L'autre option, c'est tout est boule, tout va bien dans le meilleur du monde et on va installer une grosse bubule. Une grosse bubule, mais je vous laisse voir, hein, voilà, Apple à long terme, c'est vraiment pas 50 options. Soit ça, c'était la phase de trop. Et effectivement, on fait le sommet, on travaille un peu ici, voilà, mais je veux pas d'une nouvelle séance de 2% à la hausse. Hein. Là, c'est juste soit on grappille un peu tous les jours jusqu'à se prendre un moins 15, moins 20 d'un coup sur Apple. Je vous rappelle encore une fois que Apple, ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé d'eux négativement. Donc voilà, je vous le dis comme ça, mais là, vu le pricing, il suffit qu'il y ait une toute petite news un petit peu contrariante qui arrive. Par exemple, alors je vous le jette en mille, hein. Vous savez que la Chine, ça ne va pas tarder à répondre. Mais imaginez-vous la Chine qui taxe juste un tout petit peu, 10% sur les produits manufacturés en Chine dans le secteur électronique. Voilà, bon, je vous dis un petit truc comme ça, un petit machin comme ça. Tout de suite, Apple à 208 $, ça passe sous les 200. Hein. Mais immédiatement, et ça ira même, je pense, sous les 180. C'est-à-dire que là, immédiatement, Apple, vous pouvez leur enlever 20%, hein, 15-20%. Derrière, il se passera quoi? On fera moins 30, moins 40, et on sera dans un crack de la valeur Apple. Tout simplement, c'est de la merde Apple. Hein. Je vous l'ai dit, c'est de la hype, c'est complètement surpricé. Ce qui permet de se maintenir en haut, c'est quoi? C'est les rachats d'actions. Bravo, youhou. Donc, allez-y, rachetez vos actions, faites-vous plaisir. C'est tout ce qui fait monter ces trucs-là. Mais c'est de la hausse artificielle. Voilà, allez, je reste toujours vendeur sur Boeing chez eux. Je reste toujours vendeur Nvidia. Hein. Voilà, pour moi, Boeing commence à sérieusement à sentir le roussi. Maintenant, celle-là, je vous dis, je m'attends aussi à ce qu'éventuellement ce soit un des relais haussiers. Parce qu'il y a quand même, voilà, dans la structure, ici, c'est grosse bubule. Hein. Alors, attention, un truc comme ça, voilà, quand ça va tomber, si ça tombe ici, waouh, alors là, ça va faire mal. Mais si ça tombe pas, voilà, si ça ne tombe pas, Boeing, qui reste une phase verticale, il ne faudra pas hésiter à les lâcher. Hein, encore une fois, si ça, c'est juste la phase volatile qui précède encore une poussée historique, Boeing peut être un des facteurs qui permettra, par exemple, au Dow Jones d'aller chercher son sommet historique. Des trucs comme ça. Hein, voilà. Vous savez que Boeing, c'est une des plus grosses une des plus grosses pondérations dans le Dow Jones. Donc attention à ne pas vous faire piéger stupidement. Je pense que pour moi, les relais haussiers d'une potentielle bubule, c'est bien Boeing, Apple, des trucs comme ça. Tous ceux qui ont la possibilité de faire une phase complètement conne et verticale. Voilà. Facebook, c'est trop tard, hein, ça c'est déjà pris les moins 10, donc c'est fini, c'est terminé. Nvidia, même chose, ça peut n'être que la phase volatile précédant mais Nvidia, ça peut aussi être la volatilité, le retour du volume avant le BAM, donc à voir, mais je pense sincèrement, pour ma part, que Nvidia, ça va se prendre une cartouche, mais je ne peux pas encore le certifier. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors non, voilà, ça, il va falloir m'expliquer un jour ce que font les taux allemands à 0,34. Mais là, on n'est pas potes. Là, moi, je suis vraiment pas d'accord.
il y a un énorme problème. Hein. Même si effectivement le DAX tombe ce matin et nani nanana, voilà. Bon, non, les taux allemands à 0,34, là, on a un vrai gros problème. On va vers un crack obligataire, je pense. Donc, c'est pas grave. Hein. Je vous rappelle, mon échéance, elle est au 5 septembre. C'est-à-dire que si d'ici le 5 septembre, ici, on se fait racler sur les Bund, et pour l'instant, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire ça nous fait un bon gros triangle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle structure de hausse, je me fais bien enfler la gueule une nouvelle fois. Mais voilà, c'est pas grave. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de nous tirer l'expiration en bas. Hein. C'est-à-dire je m'attends sans problème à me faire niquer sur l'expiration des Bund. Par contre, je pense que je vais passer sur un crack obligataire avant la fin 2019. C'est peut-être ça, en fait, qui va déclencher les cracks. De toute façon, je vous l'ai dit, on a multiplié des risques qui, quoi qu'il arrive, arrivent tous en zone de déclenchement, ce qui fait qu'en fait, il y en a un de ces risques qui va probablement déclencher, ou un autre que j'ai pas anticipé. Mais quoi qu'il arrive maintenant, on est complètement dans les taux, dans le mode où quoi qu'il arrive, il faut tirer tout ce qui reste dans le marché avant que tout éclate. Donc ça peut encore gagner un petit moment, du temps, mais là, quoi qu'il arrive, le crack obligataire, on est vraiment, et je pense qu'il démarrera en Europe, parce que là, on commence sérieusement à faire n'importe quoi avec la BCE qui ne veut pas sortir de son QE alors qu'elle prend un retard considérable qui fait qu'elle perdra toute marge de manœuvre sur les taux. Donc en fait, il se passe quoi? Si ça se tend demain, le Bund part à 2,5 en quelques semaines, et c'est ce qu'on appelle un crack obligataire. Hein. C'est-à-dire que, imaginez-vous, là on est à 0,34, imaginez-vous que si ça merde en zone euro, le minimum, c'est-à-dire la target mini, ce serait 1. Je pense qu'on peut sans problème viser 1,6. Imaginez-vous que si le taux allemand fait ça en quelques semaines, c'est ce qu'on appelle un crack obligataire. Voilà, vous ne pouvez pas supporter. Regardez, ici déjà, ça commençait à chier ça commençait à chier un peu là. Voilà. Et là, vous voyez, c'est quand on a amorcé les sommets. Hein, voilà. Là déjà, c'était les mouvements BCE. Ça, c'était QE. Voilà. Ça, c'était les mouvements QE, magnifiques. Effectivement, on voit bien la belle manipulation sur les prix. Attendez-vous, hein, je vous dis, à ce qu'on revienne là, c'est-à-dire probablement post-BCE, où à l'époque, l'Allemagne était octroyée avec des taux à 1,5, voire 2%. Et là, comme en plus, on risque de se prendre une récession, je vous garantis qu'on risque d'aller bien au-delà de tout ça. Donc, imaginez-vous que tout ce que fait la BCE, là, c'est prendre du retard. Ça, c'est la distorsion QE. On va effacer tout ça quand il n'y aura plus de QE. Et si en plus derrière on se pète un risque européen, enfin un risque en Europe, vous voyez bien les zones de prix qu'on pricait avant, c'était plus l'ordre de 3 et quelques 2%, 3,5%, c'est là qu'on va se retrouver. Donc encore une fois, si on se retrouve là en faisant ça, voilà, ça va. Voilà. Ça reste un schéma obligataire. Voilà. Il y aura des structures assez dangereuses. Par contre, le problème, c'est que si c'est la merde d'un coup et qu'on se retrouve avec un crack obligataire, ça fait ça. Voilà. Et là, malheureusement, je vous dis, ici, c'est tout le marché du crédit qui s'effondre d'un coup. Tout simplement parce que personne n'aura vu venir le risque, personne ne l'aura pricé. Et comme tout le monde spécule sur des intérêts de dette non remboursés et que la plupart de cette dette ne sera donc pas remboursée, on va faire « Oh mais merde, mais c'est qu'on a travaillé avec beaucoup d'argent qui n'existe pas. Donc il va falloir retrouver le vrai prix des choses, hors de toute cette dette de merde qui ne sera pas remboursée. » Enfin voilà, en gros là, c'est éclatement d'une bulle de crédit de façon très pernicieuse. C'est-à-dire que là, pour le coup, nous, on risque de le payer très cher, ça, en zone euro, si par une raison X ou Y, c'est la bulle de crédit qui déclenche. Donc je préférerais que ce ne soit pas ça, parce que ça voudrait dire que c'est nous qui allons prendre le plus cher dans ce cas de figure-là. Mais attention, hein, ça fait partie des risques sur le marché dont on a déjà parlé. Allez, je vous laisse, je regarde si j'ai pas oublié un truc, mais a priori non, c'est bon. Voilà, donc faire attention, moi je pense me faire baiser la gueule sur les Bund, mais c'est pas grave. Allez, question. Pardon, alors calendrier déjà aussi, avant de dire des conneries, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah oui, du GBP, tiens donc, comme par hasard. Donc voilà, bon, de toute façon, c'est marché émotionnel hein, sur le GBP, vous avez bien compris le délire. Donc là, il faut les laisser aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qu'on va avoir, mais on a des stats inflationnistes à Wall Street cet après-midi. Donc c'est les deux thèmes. Hein. Donc 14h30, l'inflation à Wall Street. Et ce matin, donc le PIB dans 13 minutes, le PIB de GBP. Donc je vais répondre à vos questions et puis on va aller voir GBP tout à l'heure. De toute façon, le GBP, c'est pas compliqué. Soit ils ajoutent 1% et ce soir, on fait moins... Soit ils retirent 1%, ça fait moins 1,5 ce soir sur GBP USD et on va arriver direct sur les targets que je vous ai annoncés. Hein, c'est-à-dire on va direct... Soit ce soir, on se retrouve par là. Enfin, pas ici ce soir, mais soit ce soir, on casse encore ce support, on se retrouve par là, ici, proche des 1,25. Et à terme, on va assez rapidement passer 1,24, puis ici, on va retrouver des supports, c'est-à-dire 1,24, et ici, ça va commencer à rebondir, et c'est ici qu'il faudra acheter. À partir de 1,24, regardez, ça se fait au volume profile.
Donc l'objectif, c'est de se dire, si on est dans le schéma ici, de l'effondrement, c'est-à-dire un GBP qui casse les couilles à tout le monde, je pense que c'est ici la zone dans laquelle il faudra chercher à supporter les prix du GBP avec un stop loss ici. Et c'est dans cette zone-là qu'il faudra acheter. Voilà. C'est ça que j'avais à vous dire. Si cette zone-là cède, soit ou au contraire, aujourd'hui le GBP surprend et ça fait une petite mèche basse et hop, et on est ici ce soir. Et dans ce cas-là, on aura trouvé le bottom, je reprends mon GBP, je recartouche ça avec du levier direct. Par contre, je veux d'abord le capitaliseur, c'est-à-dire que là, je me fais stopper ce matin, c'est le jeu. Le marché me pète la gueule, je l'ai mauvaise, mais c'est comme ça. C'est une perte max. Donc comme je vous l'ai dit, là on ne cherche pas à réfléchir, à comprendre. Non, on ne recule pas les stops indéfiniment. Il y a une limite maximum à ne pas franchir, et là je l'ai déjà franchi. Normalement c'est 2,5 et je ne dépasse pas, là je suis déjà à 4. J'ai pris des risques, beaucoup de risques. Malheureusement, je me fais péter la tronche. Ça arrive, c'est comme ça. Question. Alors, concernant les cryptos, j'ai la meilleure carte à jouer que BTC, j'en sais rien. Voilà, je suis désolé. Et je ne ferai pas de THBTC en margin, absolument pas. Tout ce que tu me dis là, ça me déplaît énormément. On ne fait pas d'arbitrage de THBTC, on ne fait plus de margin, on ne cherche pas à savoir qui est le plus fort, il faudra se positionner un peu sur les deux. Mais non, là non, tu oublies margin. Sur d'autres personnes, sociétés. Ah, par rapport à Elon Musk, je pense que vous vous trompez sur le fait de réutiliser des fusées. Le prix ne serait pas aussi bas pour envoyer des satellites par la société. Alors oui, je peux peut-être me tromper, évidemment. Mais voilà, moi tout ce que je sais, c'est que les Russes ont essayé ça à l'époque, de trouver des fusées qui pouvaient mettre en orbite des satellites et revenir se reposer sur la terre ferme, et qui se sont rendus compte que c'était très compliqué et surtout pas rentable. Alors on va voir, mais bon voilà. De toute façon, dans une fusée, ce qui coûte le plus cher, c'est le carburant. Il faut vous le dire, c'est pas... En fait, construire les coquilles pour ce carburant, c'est pas le plus cher, quoi. Voilà. Mais bref, en tout cas, ils se sont bien saignés pour faire fonctionner ce système. Oui, moi je pense que c'est pas rentable à court terme, même si, voilà, moi ce que je peux noter par rapport à Musk et ces secteurs dans lesquels il se positionne, c'est qu'il se positionne dans des secteurs dans lesquels on peut rapidement se projeter. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des secteurs d'avenir. Trouver les systèmes de propulsion qui vont nous permettre d'envoyer à beaucoup plus bas coût des gens dans l'espace. Et même chose, arriver à rendre rentable le véhicule électrique, il faudra pour ça deux choses. Qu'on arrive à trouver un nouveau système de production électrique de masse et accessible à tous pour pouvoir répartir l'énergie un petit peu plus équitablement, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, à part construire 50 EPR pour alimenter les voitures électriques, c'est pas possible de faire de la voiture électrique pour tout le monde. Donc c'est un business model qui ne marche pas au jour d'aujourd'hui. Ça marchera peut-être demain, mais le pari que fait Musk, c'est de dire, moi je veux me positionner en premier dans ces secteurs d'avenir. Mais pour l'instant, il faut des ruptures technologiques qui ne sont pas là. Et ce que je constate, c'est que le mec, il a juste des boîtes qui brûlent un cash complètement fou. Certes, les secteurs sont porteurs, mais si tu rates le timing, c'est-à-dire si tu arrives en premier, tu mets du pognon, tu crames le pognon et tu te retrouves ruiné, c'est con, tu es juste ruiné. Alors que si tu réfléchis et tu développes et tu recherches pour trouver les technologies et tu arrives à faire la rupture technologique, grand bravo. Le problème, c'est que Musk, il grille tout son pognon à faire de la com, à faire de la merde et pas à faire de la recherche. Voilà. Alors merci. Je lis très rapidement, voilà. Parce que là, il va y avoir GBP, donc j'aimerais avoir fini dans moins de 13 minutes pour pouvoir aller voir ça. Je voudrais avoir des avis. Il me reste quelques Ethers que j'ai achetés à $300 et des Litecoin. T'as acheté des Ethers à $300. Tu buy and hold. Là, j'ai pas envie de te dire. Non, tu buy and hold. Là, c'est pas compliqué, tu les gardes et puis c'est tout. Là, ça sert à rien de sortir au prix actuel pour essayer de... Non. Si tu les as pas pris avec de la marge, si tu les as pris en cash... Pour moi, je pense que là, il n'y a pas d'autre solution que de te dire buy and hold. Maintenant, c'est pas à moi de te dire. Tu fais comme tu veux, mais moi, à ta place, je ferais du buy and hold s'il me restait des vieux Ethers à $300. Ouais, tu fais comme tu veux, mais moi, je sais pas. Voilà. Là, à moins que si tu parles des cryptos, Cyril, je pense, écoute, je sais pas. Pour l'instant, on a plutôt l'air de s'écraser, comme tout le monde pense. Voilà. Alors, USD VEF, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est le... Venezuelan Bolivar, ok. Oui, non, mais ça, non. Tu es sur un marché émotionnel. Moi, je ne traite pas les marchés émotionnels. Et surtout, alors si, je peux traiter les marchés émotionnels, mais pas quand ça implique de foutre en l'air un pays.
Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai quand même une conscience. Il y a des traders qui n'ont aucune conscience, c'est bien, ils font probablement plus de gains que moi, mais je m'en fous, je préfère encore avoir une âme que de gagner plus d'argent. Donc non, moi il est hors de question que je m'attaque au bolivar vénézuélien, c'est une honte ce que font les marchés, c'est honteux. Et voilà, les conséquences sont catastrophiques et je ne prendrai jamais part à ce genre de truc. Pas de triggers. Bon, ça, je répondrai sur la question anglaise, mais c'est une question intéressante, ça. Moi, tendance sur les cryptos, les actions. Bah, on verra. Après, encore une fois, la pertinence, faut faire attention. En ce moment, on est dans un marché qui, en fait, va te prendre tout ce qui est intelligent et va te faire le contraire juste pour te dire ah ouais, t'as réfléchi, bah, je vais te baiser ta gueule d'abord et après, t'auras raison. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Encore une fois, si la conviction que vous vous construisez, aussi forte soit-elle, et si votre conviction aussi forte soit-elle, il faut faire très très attention faire très attention à ne pas y appliquer le levier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forte conviction, ça ne veut pas dire forte conviction dans l'agressivité de vos trades. Voilà. Trader agressif, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut jamais faire agressif plus levier. Voilà. Donc faites vraiment très très attention. Encore une fois, je défends très fortement mes scénarios, mais c'est tout simplement pour arriver à me projeter et pas faire la girouette. Mais certainement pas pour me dire je vais mettre du levier et j'y mets tout mon compte. Je sais, je le dis souvent, mais je préfère le répéter. Non, c'est pas du tout un sociopathe. Non, ça c'est clairement pas un sociopathe. C'est comme je vous dis, c'est un génie commercial. C'est-à-dire que ce mec-là, en fait, il est capable d'anticiper, il est capable de savoir comment il va vous baiser et vous faire faire ce qu'il veut vous faire faire. Mais c'est pas dans un instinct sociopathique, c'est juste dans un instinct commercial et narcissique, je pense. Voilà. Après, je peux me tromper. Encore une fois, c'est pas voilà. Putain, vous m'avez bombardé de questions. Alors, quel est le moment qu'on est censé attendre avant de reprendre les achats buy and hold? Du volume. Voilà. Tu attends. Non, la volatilité, elle va exploser tous les plafonds. Là, tu n'attends pas que la volatilité redescende. Ou alors, si, mais dans ce cas-là, tu vas acheter pendant la traversée du désert. Ce qui n'est pas une mauvaise solution non plus. Mais moi, je pense que là, il faut acheter la volatilité basse, mais ça veut dire qu'il y aura de la volatilité. Donc, ne t'attends pas à ce que la volatilité baisse. Par contre, la seule chose qui va te permettre de limiter un peu ton risque, c'est du volume. Mais volume sur BitMEX, là où il y a des Vrect, là où il y a des margin traders. Et là, on passe sur les Anglais. Ça me paraît pas mal. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon week-end. Donc n'oubliez pas, profitez de vos familles, de vos amis. Et si vous n'avez pas trop de capital à investir, bon, vous prenez pas trop la tête à regarder vos graphiques tout le week-end. Mais par contre, n'oubliez pas qu'à ce stade-là, si vous n'avez pas déjà financé vos comptes de trading, il est absolument nécessaire de le faire. Voilà. Allez, bye bye et bon week-end. Si j'ai oublié des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les reposter la prochaine fois. Même si vous devez les reposter 2-3 fois, c'est pas grave.